Eh bien, bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans notre webinaire ce soir, encore avec Biotech Finance. Et j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Ragusa. Bonsoir, Stéphane. Depuis vos bureaux, vous êtes le PDG de PrediLife, hein. PrediLife, c'est donc, comme vous le savez, une société pionnière dans la conception et le développement de tests de prédiction. Ils peuvent permettre ces tests à chaque personne de définir un profil de risque, c'est important, quant à la survenance de maladies graves. Et vous utilisez, et PrediLife utilise évidemment des méthodes d'intelligence artificielle appliquées à des données de médecine et autres pour déterminer ce potentiel de survenance. Il y a 50 ans, et on en parlait il y a quelques secondes, c'était en 72, c'est il y a 50 ans que le concept de médecine prédictive est né. Ça a été énoncé par l'immunogénéticien Jean Dosset, prix Nobel de médecine, qui avait parlé de cela. Et en 50 ans, évidemment, la médecine prédictive a fait un grand bond. Aujourd'hui, on arrive aux tests multiples pathologies de PrediLife et on arrive à des tests qui sont tout à fait et plus abordables qu'ils ne devaient l'être à l'époque. Alors Stéphane, j'aimerais bien que vous nous expliquiez le pourquoi, votre vision, pourquoi vous êtes positionné sur ce marché, de quel marché parle-t-on et de quels enjeux parle-t-on? Alors, merci Jacques Bernard. Alors nous, on a commencé il y a 20 ans et j'avais lu effectivement ce livre de Jean Dosset, à qui j'avais écrit d'ailleurs, parce que je travaillais à l'INSERM. On travaillait sur des bases de données, sur une base de données de 100 000 femmes que l'on suivait depuis 20 ans, et il fallait un responsable du conseil scientifique. Et je me rappelle, j'avais lu le livre de Jean Dosset, j'avais écrit à Jean Dosset pour lui demander de présider ce conseil. Il était professeur au Collège de France, prix Nobel de médecine. Et en fait, il m'avait gentiment répondu, j'ai toujours sa lettre, mais il était trop âgé, à son avis, pour se lancer dans ces sujets. Voilà. Donc, la médecine prédictive, c'est une idée de bon sens, surtout dans les milieux financiers. On essaie d'anticiper, de prédire ce qui va se passer. Et donc, nous, c'est ce qu'on fait en matière de santé. Donc, quelles sont les perspectives? Donc, ces idées ont germé dans la tête de quelques personnes il y a 50 ans. Donc moi, j'ai suivi il y a 20 ans. On est au tout début. Prédire les risques de maladie, prédire ce qui va vous arriver, pour anticiper. C'est quelque chose qui existe encore une fois dans le monde de la banque, de l'assurance, dans la météorologie, la matière de santé, rien du tout. Donc voilà, on attend avec angoisse l'éventuel événement, et puis après on essaie de le réparer. Alors, s'il n'y avait rien qui existait jusque-là, c'est aussi parce que techniquement, ce n'était pas prêt. Et pour prédire les risques, pour prédire le futur d'un individu, pour prédire votre futur, eh bien, il faut avoir accès à une histoire. Et une histoire de patients sains qui sont devenus malades, en fait, c'est assez rare. Voilà, les bases de données sont assez rares, ce qui n'est pas le cas dans la banque, où toutes les données sont informatisées depuis des décennies. En matière de santé, la confidentialité requise fait qu'on n'arrive pas à suivre des personnes saines dans la population pour voir qui va être malade ou pas. Donc ça, c'était le premier frein, la constitution de base de données. Ensuite, il y a la connaissance, voilà, je dirais médicale, des individus. Qu'est-ce qui fait que tel individu va être malade ou pas? Tout à l'heure, on parlait de pollution, par exemple. Bon, quels sont les facteurs de risque? Comment les enregistrer? Bon, aujourd'hui, nous, on est dans la génétique. Les méthodes d'analyse génétique sont assez récentes. On arrive à faire des génotypages pour pas très cher, mais il y a 10 ou 20 ans, c'était pas possible. Donc voilà, les bases de données, les outils d'analyse qui sont améliorés, les méthodes d'intelligence artificielle, elles existaient depuis très longtemps, ça, c'était pas une limite. Mais aujourd'hui, avec ces bases de données publiques qui se sont constituées, on arrive vraiment à faire de la prédiction qui marche. Et je crois que la médecine prédictive en est à ses débuts, et nous, on est un acteur pionnier. De toute façon, c'est un domaine qui va se déployer, développer dans les 10 ans, les 20 ans, les 30 ans qui viennent. Il n'y a aucun risque voilà, en disant ça. Euh, pour bien déterminer les tests de PrediLife, on en voit de nombreux qui sont vendus en pharmacie, over the counter, comme on dit là-dessus. Et il y a une vraie différence, hein, avec ce que vous faites.
parce que ce que vous faites, c'est effectivement, il y a un mécanisme derrière d'analyse, de remontée historique de données. Est-ce que vous pouvez nous rentrer dans le vif du sujet sur la mécanique interne? Alors, les tests en pharmacie, ça va être des tests qui mesurent un paramètre sanguin. Ça peut on peut mesurer votre cholestérol à partir de petites piqûres, votre taux de glucose, mais ça ne va pas prédire votre risque, ne serait-ce que d'infarctus ou de cancer de tel et tel organe. Vraiment, c'est des méthodes d'analyse biologique très partielles. Éventuellement, c'est des tests diagnostiques comme pour le Covid, des tests d'analyse microbienne, mais ça va pas plus loin. Nous, ce qu'on fait, ça part de bases de données et d'un test génétique. D'une part, il faut avoir accès aux bases de données, et sur la génétique, il faut une prescription médicale. De toute façon, ça ne peut pas être vendu en pharmacie. Voilà. Pour des raisons réglementaires et puis pour des raisons scientifiques. Quels sont les enjeux pour vous, d'un point de vue les seuils techniques qu'il reste à franchir et qu'il faut encore franchir dans l'évolution des tests que vous développez? Où va se loger finalement la performance, l'innovation et finalement aussi la baisse des coûts, parce que c'est un enjeu que de démocratiser ce type de test. Ça va se loger d'abord dans l'innovation commerciale, c'est-à-dire que la technique peut toujours s'améliorer. Bien sûr, demain, on pourra prédire un petit peu mieux les risques avec tel et tel paramètre. Certes, mais on les prédit assez bien aujourd'hui. Pourtant, ce n'est pas utilisé. La barrière aujourd'hui, et ce sur quoi il faut porter nos efforts, c'est sur la diffusion, ne serait-ce que des technologies existantes, qu'on va améliorer certes, mais voilà, l'existant permet de prédire les principaux cancers, l'infarctus, etc., avec une prévention adaptée, et ce n'est pas utilisé. Bon, donc voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et c'est pas facile, parce qu'on a à la fois une innovation scientifique, comme peuvent le proposer des gens qui font des médicaments, etc., et une innovation en termes de business model. C'est ça, la force et la faiblesse finalement de ce sujet, c'est qu'on n'a pas une molécule qui va guérir des malades, on est sur de la prévention de personnes saines. Et donc, outre la technologie, il y a un circuit de diffusion, de distribution, qui reste à inventer, puisque les malades, on sait très bien comment les toucher, c'est le médecin qui prescrit, vous allez en pharmacie, vous achetez le médicament, c'est remboursé par la Sécu, on connaît le business model. Pour un système de prévention, de prédiction, de prévention, le business model est à construire. Donc nous, on propose de l'ensemble d'entreprises, on proposera ça aux particuliers aussi demain. Mais donc, il y a deux innovations là. Maintenir les gens en bonne santé, ça nécessite une nouvelle technologie et un nouveau business model. Et c'est ça qui est long finalement. On va passer 20 ans sur la technique. Et bien maintenant, le nouvel enjeu, pour les années qui viennent, ça ne durera peut-être pas 20 ans, mais peut-être 10, c'est vraiment de toucher tout le monde avec les différents canaux de distribution qu'il faut construire. Il y a les entreprises, il y a les particuliers, etc. Et ça, c'est complexe. Alors, ce qui est complexe aussi, c'est parfois la culture des différents peuples. Et on le sait, le français est très orienté curatif plutôt que préventif. On en a déjà parlé. L'anglais est plus ouvert sur le préventif. Est-ce que les choses ont changé? Est-ce que vous sentez en France le mouvement du balancier aller dans le bon sens depuis notamment la crise Covid, puisque Covid, on a commencé à apprendre aux personnes qu'il fallait prévenir, prendre un vaccin anti-Covid avant plutôt qu'après. Est-ce que vous sentez ce changement-là ou pas? Non, moi, je ne sens pas de changement. Le français s'occupe peu de prévention parce que quand il est malade, il est très bien pris en charge. L'américain ou les pays anglophones, on s'occupe plus de prévention parce que quand on est malade, c'est un vrai souci. Les gens sont beaucoup moins couverts. Et donc, du coup, il y a une anxiété générée. Vous êtes vraiment responsable de votre santé. En France, vous êtes malade, bon, c'est pas grave. Vous savez de toute façon que vous allez avoir bon médecin, qu'il n'y aura pas de problème financier, etc. Donc, forcément, ça, c'est le privilège des pays riches. C'est la France, mais c'est pas seulement la France. Et quand on a des pays moins développés, on voit qu'il y a un intérêt beaucoup plus fort sur ces sujets. Parce que le risque est le risque médical, mais le risque en général est plus élevé. Voilà. Ici, on amortit les chocs. Oui. C'est valable en matière de santé, c'est valable en matière de travail. C'est un beau pays, on est ravis d'y vivre. Mais c'est sûr qu'on tend à s'endormir un petit peu, à pas trop prendre soin de soi. Voilà, c'est sûr.
Ok. Et quelles sont aujourd'hui, c'est une question sur les autorités de santé, quelles sont aujourd'hui vos relations avec les autorités de santé? Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, vous soyez intégré complètement dans un parcours de soins? Pas avant 15 ans. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on est dans un essai clinique qui permet de prédire le risque de cancer du sein. Bon, je peux vous donner les timings. Le projet a été soumis. Donc, on prédit le risque de cancer du sein pour voir si ça vaut la peine de faire des mammographies plus ou moins fréquemment en fonction du risque des femmes. Donc, c'est un essai clinique qui a été lancé avec toutes les autorités européennes sur le sujet. Donc, c'est Gustave Roussy, Curie, Cambridge. Voilà. Donc, il y a vraiment toutes les sommités. Bon, le projet a été financé par l'Union européenne il y a 3 ans. Donc on continue, on inclut les femmes là. Ça va durer, ça dure 3 ans. On inclut 80 000. Après, on les suit pendant 4 ans pour voir si les protocoles de prévention sont efficaces, si faire plus de mammographie chez les femmes à risque, c'est vraiment efficace. Après, on analyse les choses. Après encore 1 an, on publie. Dans le meilleur des cas, les autorités vont dire bon, ben c'est bien, c'est intéressant. Donc dans ce cas, il y aura des programmes pilotes qui seront faits. Comme ça, c'est fait pour le dépistage du cancer du sein. D'abord, il y a eu un département qui a été pilote. Donc, un département, ça veut dire pendant 2 ans, des femmes font des mammographies à un rythme voilà, un petit peu différent. On analyse le résultat du programme pilote dans un département. On le fait après dans 5 départements. C'est ce qui se fait pour le dépistage, encore une fois. Ce n'est pas moi qui fais des constructions intellectuelles. On prend 5 départements représentatifs de la France. Donc on va prendre des zones rurales, des villes, etc. Encore 2 ans, analyse, etc. Et après, éventuellement, on généralise au plan national. Donc, vous voyez, quand vous faites la suite, là, 4 ans, plus 4 ans, plus 4 ans, ben, ça vous fait 12 ans, et après, les décisions politiques, etc. Donc, vous en avez pour 15 ans. Pour un sujet aussi simple que de dire on va faire plus de mammographies chez les femmes à risque de cancer du sein, et moins chez les sexuels à risque. C'est quand même très simple. On pourrait dire le ministre de la Santé n'a pas besoin de 15 études pour faire ça. C'est une idée de bon sens. Allons-y. Demain, Marisol Touraine, qui était la dernière ministre de la Santé de Hollande, avait lancé le remboursement d'une consultation de prédiction de risque du cancer du sein. Le ministre de la Santé toute seule. Elle s'est dit, voilà, je n'ai pas besoin d'autorité pour faire ça. Oui, mais après, l'administration voilà, a fait ses rapports, l'autorité de santé a fait son rapport, et bon, elle avait d'autres vues sur la question. Elle a estimé que ça allait accroître les inégalités entre les femmes. Donc la HAS a rendu un rapport en disant prédire le risque de cancer du sein chez toutes les femmes, ça va bénéficier d'abord aux plus riches, parce qu'elles seront au courant, les plus pauvres ne seront pas au courant. Donc ça va augmenter les inégalités de santé. Donc il ne faut pas le faire. C'est incroyable, hein, c'est un rapport assez incroyable. C'est un petit monument d'idéologie. Donc au nom de l'égalité, cette idée de Marisol Touraine a été enterrée. Voilà. Bon, donc voilà, 4 ans, 4 ans, 4 ans, plus 4 ans, et après il faut encore que tout le monde soit d'accord. Donc c'est très très long. Donc nous on mise en fait sur l'initiative des entreprises, des particuliers, parce que les autorités sont très longues à se décider, les gens ne prennent pas de risques, etc. Le particulier, quand même, lui, il est assez moteur. Les gens s'intéressent à la prévention, même si effectivement la Sécu rembourse bien. Les gens achètent Top Santé, lisent des articles dans Paris Match, Le Figaro, il y a des articles sur la santé toutes les semaines dans Le Figaro, à chaque numéro de Paris Match. C'est un élément qui montre que ça intéresse les gens, sinon ils ne le feraient pas. Avec à chaque fois des professeurs de médecine qui parlent de tel et tel sujet. Les gens sont obligés de prendre en charge eux-mêmes la prévention parce que les autorités ne le font pas. Et donc, moi, je crois qu'elles ne le feront pas avant très longtemps. C'est comme ça. Donc, il faut s'appuyer sur l'initiative privée, les particuliers. Pour ça, d'ailleurs, qu'on fait des levées de fonds adressées aux particuliers. On a un très bon accueil des particuliers. Les gens comprennent ce qu'on fait. Et il y a un meilleur accueil de M. Dupont que de la HS. C'est un peu regrettable, mais c'est comme ça. Ouais, c'est une utopie, en fait. Et on peut pouvoir passer on doit pouvoir passer sur le commercial, la façon dont vous allez commercialiser, justement, parce que vos ambitions, c'est toucher 1% de la population européenne, des 100 millions d'Européens, ça fait qui peuvent avoir accès à ce test, ça fait 1 million en tout de salariés que vous pourriez toucher. Alors, là, c'est intéressant parce qu'on rentre dans le vif du sujet du principe commercial. Vous avez plusieurs pistes. C'est intéressant de voir comment vous allez faire, surtout que vous êtes sur différents pays. Comment ça se passe? Quels sont les choix stratégiques que vous mettez en place? Alors,
nous, on a testé différentes possibilités. On a testé une commercialisation en direct auprès de petites sociétés, de moyennes, de grosses, et à travers de courtiers. Alors, on a eu des bonnes surprises et des mauvaises. Les mauvaises, c'est on a eu un accueil très froid des petites sociétés. Ça nous aurait arrangé que les petites sociétés prennent ces bilans de santé par visio, parce que le chef d'entreprise de la PME de province, il ne s'occupe pas de lui. Il s'occupe de sa trésorerie, il a plein de soucis de court terme, mais il ne s'occupe pas de lui. Et donc, il y avait un vrai intérêt médical. Mais aucun intérêt. Ça n'a pas du tout marché. Voilà, bon, très décevant. Par contre, auprès des grosses sociétés, les sociétés du CAC 40, par exemple, nous, on a une discussion avec 6 ou 7, discussion assez avancée. On a un très bon accueil de ce côté-là. On a des gens qui nous écoutent, des médecins du travail qui disent mais moi ça m'intéresserait d'en faire bénéficier mes salariés. Vous avez des DRH qui sont à l'écoute, qui veulent travailler leur marque employeur, le RSE, etc. Et puis je vois que ça ne coûte pas grand-chose de faire ça, puis les dirigeants en font. En fait, on a un très bon accueil auprès des grandes entreprises. Donc la stratégie de commercialisation, elle dépend un petit peu de l'état du marché, tel qu'on le découvre. Et en gros, ce qu'on imagine, c'est qu'on va multiplier les signatures avec les grands groupes qui vont faire des tests. Donc on a fait avec on a déjà signé avec quelques sociétés, j'ai donné les noms dans différents communiqués, Allianz, IBM via sa mutuelle, Nexity, Marionneau, Lactalis. On a signé avec ces sociétés qui viennent de secteurs assez différents. Bon, là, donc, ce pas les sociétés qui sont dans le CAC, sont juste en dessous. Mais cela dit, IBM est assez connu aussi. Mais donc, on va signer, je pense, avec des sociétés du CAC qui vont faire des tests, des filiales, le siège, enfin, voilà, dans un endroit local, probablement avant la fin d'année, la fin d'année 2022. Et après, si succès, mais il y a succès, nous on a avec les 5 entreprises là, que j'ai évoquées, on a de très très bons retours des salariés. Enfin, on a 95% qui sont prêts à me recommander, donc les gens sont vraiment très contents. Une fois que les tests seront faits auprès de quelques centaines de personnes, je pense qu'il y aura un déploiement dans l'ensemble du groupe. Nous, on discute avec une grande société du CAC qui est dans la santé, par exemple. Eux, ils sont intéressés par tous leurs salariés en France, y compris les jeunes, y compris ceux qui ont 25 ans. Donc voilà, en gros, c'est 3 temps. D'abord, une filiale ou un établissement sur quelques centaines de personnes. Ensuite, le groupe France, donc là, c'est 10 à 000 personnes. Et ensuite, l'ensemble des collaborateurs dans les principaux pays. Donc, ça va se cadencer sur un rythme probablement assez lent. Mais je dirais, les tests, là, en 2022, une généralisation dans quelques groupes au niveau français en 2023, et une internationalisation l'année après. Voilà, donc c'est à la fois puissant, mais avec un rythme qui est finalement assez lent pour une petite société. Il y a un modèle qui est aussi intéressant, on en a parlé, c'est le modèle des courtiers d'assurance, et notamment ce qui a été mis en place avec Marsh Mercer. C'est assez intéressant de voir tout d'un coup l'implication de ces courtiers qui vont définir des niveaux de risque, définir des risques de pathologie vers les entreprises. Expliquez-nous un peu comment ça s'est passé, parce que c'est tout récent et c'est un bon sujet. Les courtiers sont mis en compétition par leurs clients entreprises, essaient de se démarquer avec une offre de service. Bon. Donc Marsh Mercer, leur axe de différenciation, c'est vraiment une approche qui quantifie le coût pour les entreprises de la maladie. Donc ils gèrent les flux de données, donc ils sont capables de dire, pour telle entreprise, écoutez, le cancer du sein, ça vous a coûté 150 000 euros l'an dernier. L'infarctus, ça vous a coûté 500 000 euros. Voilà. Et en face de ce coût, nous, on propose des solutions pour diminuer ces coûts. Et donc, ils ont identifié des prestataires pour différents groupes de maladies. Il y en a qui sont dans les troubles musculo-squelettiques et nous, on est dans les maladies graves. Donc, voilà, donc eux, ils ont une approche qui est très, très financière, finalement. C'est comme ça qu'ils présentent nos solutions. Cela dit, le courtier peut ouvrir des portes, mais derrière, c'est toujours l'entreprise qui décide. C'est elle qui porte finalement le risque. Ce n'est pas tellement l'assureur qui porte le risque, c'est l'entreprise. Parce que moi, je suis employeur, par exemple, si j'ai des gens qui sont malades, ça coûte directement, il faut les remplacer, etc. Donc, il n'y a pas seulement un coût financier. Donc, le courtier va nous ouvrir plein de portes, mais derrière, ça ne dispense pas de convaincre l'entreprise et qu'elle fasse ses tests. Bien. Ça, sur cette affaire de courtier, c'est tout à fait passionnant.
il faut maintenant que vous nous parliez un peu du. Alors, je rappelle juste au passage, il est 19h21. Nos participants peuvent poser leurs questions par écrit. Donc, je les retransmettrai à Stéphane dès qu'il y aura des questions. En attendant, on continue tous les deux. Euh, Parlons de votre levée de fonds. Vous avez une opération en cours. Vous êtes coté en bourse depuis 2018, hein, si je ne me trompe pas. Vous êtes coté sur Euronext. Vous avez une nouvelle opération en cours. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu un portrait du parcours financier de l'entreprise et aujourd'hui de cette nouvelle levée de fonds pour nous dire où est-ce qu'elle va vous amener et pourquoi? Oui, alors nous, on a fait différentes levées de fonds auprès de particuliers. On a toujours levé des fonds auprès de particuliers, jamais auprès de fonds d'investissement. Parce qu'on a toujours été entre deux chaises, pour les raisons que j'évoquais au début de business model. Ça veut dire que les fonds qui sont dans la santé nous ont toujours dit mais vous n'avez pas de molécules. Donc vous n'êtes pas vraiment dans le cadre voilà, qui a été accepté par ceux qui ont mis de l'argent. Donc voilà, moi je ne peux pas en sortir. Et ceux qui ne sont pas dans la santé ont toujours dit mais vous êtes dans la santé. Donc moi j'y touche pas. C'est un domaine très particulier. Donc du côté des fonds, on n'a jamais trouvé d'accueil favorable. En fait, aucun fonds n'a jamais analysé le dossier. En fait. Bon, ça s'est fait comme ça. Alors, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a un produit destiné aux particuliers. Et finalement, on a toujours eu un bon accueil des particuliers. Puis ils comprennent ce qu'on fait. Donc, on a des particuliers qui ont mis 10 euros, de 3 millions. On a toute la gamme. Mais on a toujours eu un bon accueil des particuliers. Donc, la société s'est financée comme ça. Donc, on a fait une production en bourse pour ça, parce que c'est le public offering, c'est du grand public, c'est tout à fait en phase avec ce qu'on fait. Donc on a fait des augmentations de capital classiques, et puis on a fait une émission d'obligations il y a un an. En fait, quelqu'un m'avait démarché pour faire des obligations convertibles. Bon, finalement, je crois que ce n'était pas une bonne idée, et ça peut faire baisser le cours, mais on a fait des obligations de manière un petit peu différente, in fine, qui évite de vendre à court terme et de faire baisser le cours. Donc on a fait des obligations convertibles parce que, en discutant avec les gens qui faisaient de la banque privée, je me suis rendu compte que les obligations, ça passait mieux. Il y a plein de gens qui veulent, surtout pour prendre de risques, qui veulent des obligations, mais qui seraient quand même contents s'ils pouvaient avoir un petit peu d'upside de l'action. Voilà. Et comme il n'y a pas beaucoup de sociétés qui proposent ce genre de produit, eh ben, on a lancé ces obligations convertibles. Voilà, parce que ça me paraissait intéressant pour les souscripteurs, assez innovant. Et c'est intéressant pour nous aussi, parce que ça revient à faire des augmentations de capital sur un cours d'action dans 2, 3 ou 4 ans. Voilà. C'est la performance de l'action et la sécurité de l'obligation. Donc. C'est ce qu'on a titré, oui. Oui. Ok. Alors, comment est-ce que vous imaginez justement votre marché? Comment est-ce que vous imaginez la société dans une dizaine d'années? Parce qu'il faut vous projeter dans cet avenir-là. Est-ce que c'est une société qui a intégré toutes ses forces ou est-ce que c'est une société qui, à la manière de l'autre, va collaborer avec un grand groupe, se voit dans une intégration d'un grand groupe ou autre? Comment est-ce que vous voyez ça? Je pense qu'on a vocation à rester autonome parce qu'on n'est pas exactement dans le business model des grands groupes classiques. C'est-à-dire qu'on a discuté avec Sanofi, Pfizer, voilà, ou d'autres. Bon, ils ont un business model qu'ils connaissent bien. C'est le médicament, la molécule, la pharmacie, etc., les éditeurs médicaux. Nous, ce qu'on fait, c'est pas ça. Donc Sanofi ne peut pas intégrer ce qu'on fait comme ils intégreraient une molécule en essai clinique de phase 2. Donc, je ne crois pas qu'on puisse comme ça s'appuyer sur un grand groupe qui va nous porter un jour. Ça serait confortable, quelque part. Vous dites, bah, tiens, moi j'ai mené la boîte jusqu'ici, maintenant, allez, Sanofi fera la suite, très bien. Ben non, je crois que c'est quelque chose de nouveau et qui a vocation à être autonome. Voilà, c'est comme ça. Avec les avantages que ça a. Ça veut dire qu'on est vraiment dans un domaine très spécifique, avec des marchés gigantesques, et donc la société a quand même quelques possibilités devant elle. Donc dans 10 ans, moi j'espère qu'on aura touché largement 1 million de personnes dans 10 ans. On a mis 1 million de personnes, ça fait 1% de la population des salariés européens, c'est très faible. On a mis cette barre-là, j'espère qu'on l'atteindra dans quelques années. Et rien qu'avec cette barre, ça fait un multiple de 50 pour le souscripteur. Donc, déjà c'est bien. Voilà. Et toucher 1% des salariés européens, c'est quand même une ambition modeste. Donc, dans 10 ans, j'espère qu'on en touchera quelques pourcents dans un marché qui, à mon avis, sera assez peu concurrentiel parce qu'il faut avoir accès aux bases de données
académique, enfin, de la prédiction de risque, et ça, c'est très difficile. La génétique peut être assez ouverte, ce n'est pas le domaine où la propriété intellectuelle est la plus forte, mais sur la partie prédiction de risque à partir de cohortes prospectives, il n'y aura pas beaucoup d'acteurs, vraiment, parce que les académiques, dont je fais partie, ne sont pas du tout ouverts au partage de leurs données. Voilà. Donc dans 10 ans, écoutez, moi je pense que la société vaudra, je le dis très humblement, mais on peut contester les arguments, je pense que la société vaudra plusieurs milliards, parce qu'on aura touché plusieurs millions de personnes, elle vaudra plusieurs milliards. La question pour nous, c'est la vitesse. À quelle vitesse y arrive-t-on? C'est toujours trop lent, on n'a jamais assez d'argent, parce que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, on attend d'avoir déjà un chiffre d'affaires qui décolle, mais sans avoir investi sur les commerciaux. Notre problématique, elle est là, c'est le timing. Je reviens sur un point parce que avec Frédéric Bach, qui est le patron de Médian Technologies, donc qui est lui dans l'imagerie médicale, nous informait, nous disait dans un webinaire tout à fait récent que de plus en plus les pharma travaillaient de concert avec l'imagerie médicale prédictive dans laquelle ils se situent, parce que plus ils détectaient tôt les patients, mieux c'était pour eux, d'abord parce qu'ils étaient beaucoup plus efficaces, les produits qui sortaient pouvaient être beaucoup plus efficaces. Donc, on peut imaginer qu'ils fassent le pas d'aller en amont, chercher éventuellement ceux qui ont des potentiels génétiques qui les destinent à avoir une maladie grave. Oui, tout à fait. Nous, les premiers contrats qu'on a eus, c'était avec des labos pharma sur le cancer du sein, c'était avec Lilly. Ouais. Quand on a créé la société a été bénéficiaire pendant plusieurs années parce qu'on a eu des contrats avec des labos américains qui avaient des traitements préventifs du cancer du sein. Et donc, ils voulaient identifier les populations à risque. Donc, effectivement, c'était un business model qui aurait pu s'avérer exact. Bon, mais quand on identifie tôt des gens à risque et qu'on veut les traiter avec un médicament, comme c'est des populations saines, il faut vraiment qu'il n'y ait aucun effet secondaire. Ça veut dire qu'en cancérologie, l'effet secondaire n'est pas très grave, parce que mais sur des gens sains, on tolère aucun effet secondaire. Et la barre s'est beaucoup élevée dans les années qui précèdent. Moi, je peux vous donner l'exemple du cancer du sein. Avec Lilly, il y avait un traitement qui divisait par 3 le risque de cancer du sein. Donc, c'est une maladie qui touche 12% des femmes, quand même. Donc, divisé par 3 le risque, c'est-à-dire divisé par 3 la mortalité, etc. Donc, c'est un impact considérable. Mais il y avait quelques infarctus qui étaient générés. Bon, et ben à l'arrivée, ils ont arrêté les techniques. Donc aujourd'hui, c'est toujours ce qu'on dit, l'aspirine ne serait pas autorisée. Donc le business model consistant à traiter en prévention des gens sains, il reste difficile. Il marche en matière d'infarctus. Ça veut dire que les gens qui ont du cholestérol, on les traite pour faire baisser leur cholestérol. Donc c'est les statines. Alors effectivement, quand il y a un traitement qui permet de s'occuper de gens sains, le marché est gigantesque. Donc les statines, ça a été le premier marché au monde pendant très longtemps. Donc là, effectivement, c'est le bonheur pour la pharma. Mais je crois que c'est très difficile de reproduire l'équivalent sur le cancer de la prostate, du côlon, etc. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, il faut zéro risque. Principe de précaution, etc. Bien, alors, autre sujet d'importance dans votre secteur, enfin dans tout le secteur des données, comment est-ce que vous gérez la sécurisation de vos données? Comment est-ce que vous vous protégez de ce côté-là? Effectivement, c'est un sujet qu'on nous évoque tout le temps. Alors, aujourd'hui, il y a quand même des réglementations que l'on respecte qui protègent les utilisateurs. Donc, c'est la RGPD, il y a un agrément hébergeur de données de santé. Les données des patients, elles sont sur un serveur donc agréé et elles sont consultables uniquement par un médecin en visio. Donc, tout ça est soumis à plusieurs réglementations, le secret médical, la RGPD, l'agrément hébergeur de données de santé. Donc, il y a vraiment, je ne dirais pas qu'il n'y a aucun risque, mais enfin, en tout cas, on respecte la réglementation qui est très sensible sur le sujet. Il n'y a pas eu de scandale en Europe sur ces thèmes, donc je pense que la réglementation est assez bien faite. Bien, donc aujourd'hui en compétition, vous êtes le seul en Europe, le seul acteur? Oui, il y avait une société, oui, on est le seul en Europe. Il y en a qui ont essayé de faire des choses comparables, mais franchement, je crois qu'on peut dire qu'on est les seuls en Europe. On est les seuls à avoir accès à ces corps prospectifs qui sont nécessaires pour ces sujets.
pour avancer. Parfait. Alors, il y avait un sujet aussi qui est intéressant, c'est on voit une certaine convergence enfin entre la pollution, pollution atmosphérique et la santé. On imagine que certains types de pollution peuvent affecter les personnes, peuvent être à l'origine de certaines pathologies du système nerveux central. Donc, c'est l'imaginaire pour vous. Est-ce que vous voyez à un moment donné converger votre type de test avec les acteurs du contrôle de l'analyse de la pollution? La pollution, c'est un sujet assez idéologique pour moi. Alors, au plan pratique, montrer l'effet de la pollution sur les maladies, c'est très difficile. Parce que les gens qui vivent à côté je sais pas, d'un endroit pollué, bah, c'est souvent des gens qui n'ont pas le choix, donc ils sont plus pauvres, donc ils sont plus malades, ils fument plus, ils mangent moins bien, etc. Donc, c'est pas forcément dû à la pollution. Donc, les analyses épidémiologiques sur le sujet, elles ont du mal, comme on dit, à distinguer l'association et la causalité. Elles n'arrivent pas à remonter à la causalité en pratique. Donc après, chacun a sa vision du monde qu'il arrive à étayer par les chiffres. Les statistiques, on leur fait dire ce qu'on veut, comme on dit. Donc, en gros, vous avez les hypothèses, je dirais, de gauche. Il y a plus de maladies parce que c'est la faute aux industriels qui polluent plus. Et puis, vous avez les hypothèses de droite qui disent qu'il y a plus de maladies parce que les gens mangent mal, ils vivent mal, etc. Voilà. Et entre les deux, les faits, encore une fois, ne permettent pas de distinguer l'association et la causalité. Donc, la pollution, nous, par exemple, dans les modèles de risque, on ne la prend pas en compte. Parce que dans les cohortes prospectives, ce n'est pas quelque chose qui a pu être quantifié. Et après, quantifier votre exposition à la pollution, par exemple, ça veut dire concrètement comment fait-on? Enfin, voilà. Donc, moi, je ne vois pas de convergence à court terme sur le sujet. Parfait. Alors, on en parlait aussi, je vous ai demandé si vous aviez une approche par branche de métier, parce qu'on sait qu'il y a des métiers qui sont beaucoup plus exposés que d'autres. Les personnes qui travaillent sur les énergies, sur le pétrole, ces choses-là sont exposées au cancer de la vessie notamment, hein, en inhalant ce type de molécules. Mais vous m'avez dit non, c'est pas du tout ça. Les gens ne réagissent pas comme ça. Expliquez-nous comment réagissent les gens finalement. Alors, il faut distinguer les maladies professionnelles des maladies non professionnelles. Donc, les gens qui sont exposés à l'amiante, etc., qui peuvent avoir des risques accrus de telles maladies, sont déjà pris en charge au titre de la prévention des maladies professionnelles. Et ça, c'est vraiment une obligation des entreprises. Nous, on s'occupe des maladies donc non dues à une exposition professionnelle. Après, est-ce que les entreprises qui sont dans des secteurs dangereux sont plus intéressées par nos services? Pas forcément, pas moins. Les gens qui sont exposés à ces substances, c'est des populations qui sont moins favorisées. Nous, on a un très bon accueil de sociétés qui peuvent avoir des salariés voilà, très bien, relativement bien traités, dans la pharma, la banque, voire le luxe. Mais on a aussi on a eu un gros contrat avec Lactalis, avec des ouvriers dans les usines. Hein. Donc, non, moi je dirais que étonnamment, ce n'est pas un facteur de différenciation. Ce qui est facteur de différenciation, c'est que les gens comprennent, qu'ils aient du temps. Qu'ils disent, voilà, je comprends ce que vous faites, c'est assez nouveau, ça m'intéresse pour en faire bénéficier mes salariés. Et ça, vous pouvez le trouver chez des gens dans des grandes sociétés qui ont beaucoup d'argent, avec du temps, ou dans des petites sociétés, ou dans des domaines avec des métiers assez exposés, parce que le dirigeant, dans sa famille, il a eu un cas où il a vu un salarié, etc. Voilà. On a tous les cas de figure. On termine par les jalons de l'entreprise sur les 12 mois à venir. Qu'est-ce qui va se passer d'important? J'espère qu'on va signer avec quelques grosses sociétés, certaines prestigieuses, voilà, et que ça va avoir un effet d'entraînement. Là, aujourd'hui, on a quelques marques, quelques belles marques qui suffisent déjà à étayer l'intérêt. Je pense que dans 6 mois, on en aura encore plus. Et une fois que vous avez signé avec une entreprise du luxe, c'est plus facile d'aller voir les confrères pour lui dire voilà, on l'a fait. Pareil avec une banque. Voilà. Donc je pense que c'est ça qui va se passer. On va multiplier les références et ça, c'est un point clé pour accélérer le business.
Très bien. Eh bien, Stéphane Ragusa, je tiens à vous remercier de votre intervention. Je pense qu'on a été passionnant parce qu'on n'a pas une seule question. Donc, nos participants ont tout enregistré et tout compris. La semaine prochaine, nous avons Antoine Papiernik, Antoine Papiernik, qui est le patron, vous savez, le président et managing partner de Sofinova. On sera avec lui mardi prochain à 19 heures, comme ce soir, fidèle au rendez-vous. Merci encore, Stéphane. Et puis, à très bientôt. Merci Jacques Bernard.